Je suis Joseph Beka, je représente l'association Changing Congo et aussi le Conseil international congolais. Je suis activiste de base, depuis une bonne vingtaine d'années, sur un problème qui reste encore assez biscornu, dans le sens où il n'est pas très médiatisé. Donc la question, c'est, comme on nous a mis sur la table, c'est les jeunes aimeraient comprendre ce qui se passe au Congo, parce qu'ils entendent des choses, ils aimeraient bien faire quelque chose, mais ils ne perçoivent pas très bien quels sont les tenants et les aboutissants. Donc on m'a soumis 3 questions. L'origine du conflit, les pays qui sont impliqués et la réaction des autorités congolaises. Qu'est-ce qui se passe clairement pour mettre fin à cette situation? Je pense que si je pose la question aux uns et aux autres, de me dire en 2 mots, pas plus, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? C'est la guerre que la Russie a un peu plus. Ukraine. Mais je n'ai peur de déborder. La Russie a voulu rentrer dans l'Ukraine, récupérer une partie de l'Ukraine. Ouais. L'Ukraine n'a pas accepté. Et pourquoi? Je sais pas. Et quoi? Une idée? Pour agrandir leur territoire. Okay. Qu'est-ce qui se passe à Gaza? En 2 mots. On commence par Génocide. Génocide. Génocide, tout de suite. Ouais, génocide. Ils ont voulu récupérer du territoire aussi. Les Israéliens, ils ont voulu récupérer la Palestine. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe au Congo? Génocide aussi. Et pourquoi? Hein? Pour les mêmes raisons? Non. Pourquoi? Pour les raisons économiques, il y a des matières rares qui sont au Congo. Des ressources, ouais. Des ressources, ouais. Bon, je vois que dans l'ensemble, vous êtes quand même vous avez les basiques, quoi. Oui, Ouais. Donc, on n'est pas dans un blackout total au niveau de l'information. Mais de quoi on parle le plus souvent au JT? De quel pays? L'Ukraine. Et La Palestine. Là. du Congo? Non. Jamais en fait. Voilà. Donc, c'est pour combler ce vide et se poser des questions. Mais pourquoi on n'en parle pas? Il y a combien de morts, plus ou moins? Mais ça, je n'ai pas la réponse. On peut chercher ensemble, même sur Internet. Jusqu'à présent, la guerre Russie-Ukraine, ça fait plus ou moins combien de morts? Des millions, non? Non. Même pas 100 000. Ouais. 100 000. Milliers quand même. Ouais, des milliers. Quand même des milliers. Ouais, c'est des morts. Et Gaza? La même chose, des milliers, c'est bon. Non, beaucoup plus. Ouais. Des Parce millions. que ça dure plus longtemps. Oui, bon. 70%. Sur la dernière, depuis 30 000. 30 000. les dernières. Rien, tu fais 30 000. Des fois, toi. En 30-40 000 apparemment. J'ai pas les chiffres. Ça veut dire qu'à la fin, on va regarder sur Internet. Depuis l'attaque du Hamas. Parce que voilà, Depuis l'attaque du Hamas. le but c'est aussi de chercher la bonne information. Mais il a dit dernièrement. Mais vas-y, regarde. C'est ça aussi le but, c'est qu'on cherche la bonne information. J'ai fait quoi? Combien il y a de morts Combien de victimes Gaza, Palestine, Israël? Plus de 81 000 blessés, 12 000 enfants, 360 000 personnes auraient été tuées. Ça, il parle de dernièrement. Dernièrement, 360 000 personnes déjà tuées. Et 12 000. Sur une population de 37 000. Ouais, de millions de personnes. Et au Congo, il y a déjà plus de 10 millions de morts. On parle même de 18 millions de morts selon les experts congolais, 15 millions selon le dernier rapport d'un expert de l'ONU. Mais on n'en parle pas. Donc, quand on se retrouve vis-à-vis d'un chaos à ce niveau, et que les médias font le silence total sur un drame humain, on est dans un double crime contre l'humanité. Il y a le crime perpétré sur le peuple congolais, d'une part, mais aussi le crime d'information. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer dans un monde, je ne sais pas si on bascule ou si on a toujours été, où finalement on va nous proposer des larmes à la carte. Tu pleures pour telle cause, mais pas pour telle autre. Et ainsi de suite. Ce qui en définitive, risque de créer une distorsion au niveau de l'humanité. Alors vous êtes la génération qui allait avoir une planète à gérer. Notre génération, elle a déjà pas mal merdé. Bon, il y en a qui se battent pour faire en sorte que vous ayez quand même un espace vital. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que la génération que vous représentez, elle sait quand même se mobiliser sur ne fût-ce que le climat. Je sens que ce sont les jeunes qui ont pris ce sujet à bras-le-corps et ont obtenu des résultats. Au départ, bon, on parle de Greta Thunberg, c'est une jeune fille qui est isolée, mais elle a su faire en sorte que ça prenne, que le soufflet il monte. En revanche, je ne vais pas rentrer dans les causes ukrainiennes, parce que la géopolitique est compliquée. Je ne vais pas rentrer dans la cause palestinienne, qui est votre groupe, j'imagine, que vous parlez avec... mais en ce qui concerne la question congolaise, on l'a dit, il y a avant tout un historique. Quelle est l'origine du conflit?
Il y a d'abord l'historique. L'historique, c'est de savoir qu'en 1884, l'Afrique est déjà organisée avec ses royaumes, mais elle n'a pas la puissance militaire. Elle n'a plus la puissance militaire. Parce que c'est elle qui a eu la puissance militaire milliers d'années, avec notamment le royaume kémite de l'Égypte et d'autres royaumes. Mais comme la roue tourne, ce pouvoir est passé vers la Grèce, puis vers Rome, transité vers l'Europe et maintenant se trouve aux États-Unis. Donc, rien que ce schéma devrait déjà inviter les gens à une forme d'humilité. Je suis fort aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que demain je suis toujours plus fort. À un moment donné, l'Afrique s'est retrouvée être la plus faible. Et quand tu es faible, malheureusement, on te tombe dessus, on te prend tout. Donc en 1884, il y a ce qu'on appelle la conférence de Berlin, qui morcelle l'Afrique en plusieurs parties, mais totalement arbitraire. Et dans toutes ces parties, les grosses puissances militaires d'alors, de l'Europe, se sont partagées un gros cake. Et il se trouve un roi qui s'appelle Léopold II, qui rêve d'une colonie, qui a d'abord pensé aux Philippines, et puis finalement, il jette son dévolu sur le Congo. Mais c'est un territoire vierge, on ne connaît pas. D'ailleurs, il y a un auteur qui s'appelle Joseph Conrad, américain, qui a appelé ça le cœur des ténèbres. On ne sait pas ce qui se passe. À l'époque, c'est totalement inconnu de la masse mondiale. On ne sait pas ce qu'il y a en Afrique. On va constater que dans ce territoire, qui a déjà un statut spécial, parce que toutes les autres sont des colonies qui sont dévolues à des pays, à des gouvernements. Mais ici, il y a un territoire que l'on remet à une personne, qui est le roi des Belges, Léopold II, qui est donc sa propriété privée. On trace les contours, et malheur pour les Congolais, ces contours définissent un territoire minéralement extrêmement riche. Ouais. Pourquoi c'est le Congo, c'était pas le Sénégal Il voulait celle-là. La Tunisie. Il avait les ressources. Mais en fait, si tu prends un gâteau, puis tu prends une partie. Ça pourrait être, toi tu prends cette partie, l'autre a pris cette partie. Ça a été aléatoire. C'était aléatoire. On va dire aléatoire, mais personne ne sait vraiment ce sont des zones qui ne sont pas encore exploitées, explorées. Et il reste cette partie, qui est le Congo. Donc on ne sait pas ce qu'il y a là, et au départ on en fait donc une zone de libre-échange. Les grandes puissances qui se sont réunies à Berlin en 1884 ont décidé que l'État indépendant du Congo, c'est comme ça que ça s'appelle à ce moment-là, l'État sera un espace de libre-échange avec des lois où tout le monde peut commercer et ainsi de suite. Il y a l'histoire congolaise, il y a les massacres, il y a ce qu'on a appelé le premier génocide, parce que on a eu 10 millions de morts sous le règne de Léopold II. On n'en parle pas beaucoup non plus. Il y a eu des mains coupées. On n'en parle pas beaucoup non plus. Pourquoi? Parce que le Congo est malheureusement victime de ses richesses. Quand Léopold II prend le Congo, il y a ce qu'on appelle la révolution de la voiture. La voiture est inventée et on a tous besoin de caoutchouc pour faire les pneus. Et où est-ce qu'on trouve du caoutchouc? Au Congo. Au Congo. On trouve ailleurs, mais surtout au Congo, d'où on met en servilité toute une population pour produire du caoutchouc. Deuxième guerre mondiale, c'est de nouveau le Congo qui va intervenir. Pourquoi? Parce que c'est là où on trouve, comme par hasard, de l'uranium. Et l'uranium, c'est ce qu'il faut pour faire la bombe atomique. C'est cette bombe atomique qui va mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui se trouve au Congo. Et ça s'accompagne de la révolution industrielle, c'est-à-dire le cuivre. Et il y a énormément de cuivre au Congo. Donc de nouveau, le Congo est victime de ses richesses. Et à notre époque, quelle est la révolution que nous vivons? Téléphone. Numérique. Il y a la révolution numérique en ce moment, donc la révolution digitale. Tout le monde a besoin d'une matière qui fait en sorte que ton smartphone, il ne chauffe pas. C'est du cobalt. Il y a du cobalt, il y a surtout du coltan. Ah, c'est ça que je veux dire. Ce qui permet de faire en sorte que ça ne surchauffe pas, mais que tu puisses aussi stocker tes informations. Et cette matière première qui permet il n'y a pas que ça, mais qui permet d'atteindre cet objectif, ça s'appelle le coltan. Et pour ce coltan, on veut l'avoir à un prix dérisoire. 80% des réserves du coltan au monde se trouvent
au Congo. Donc voilà, quand il y a un crime, on se pose toujours une question, à qui profite le crime? L'origine du conflit, je vous l'ai dit déjà au début, c'était le caoutchouc. Donc il y a des gens qui se sucrent. Ensuite, il y a eu le cuivre. Donc il y a des gens qui se sucrent. Et maintenant, il y a le coltan. Donc il y a toujours des gens qui se sucrent. Donc quand tu as des intérêts économiques aussi puissants, ce n'est pas une raison pour que tu ailles mettre en coupe réglée toute une population. Tout le monde a besoin de pétrole. C'est pas pour autant, il y a eu des guerres, hein, il y a eu énormément de guerres. Bon. On va pas parler de ce qui s'est passé en Irak, je pense que vous avez un petit peu entendu parler, mais c'est toujours des guerres qui touchent des intérêts économiques. Simplement, ici, on se trouve avec une population à coloration noire qui a connu 5 siècles d'esclavage et qu'on a eu l'habitude de rabaisser, de donner une image au rabais. Donc, quelque part, on veut inscrire dans le subconscient qu'il y a une échelle de valeur entre les morts. Qu'un mort ukrainien vaut plus qu'un mort palestinien et qu'il vaut plus qu'un mort congolais. Donc on met des échelles comme ça. C'est totalement arbitraire. Mais voilà, il y a des personnes qui, au sommet, ont décidé de créer une grille de lecture, ce qu'on appelle un narratif, de créer un narratif qui va dans ce sens-là. Dieu merci, aujourd'hui on est à une époque où, quand tu veux une information, ben, c'est ce que tu as fait, tu as regardé sur ton smartphone. Donc il y a ce qu'on nous offre comme information par les médias mainstream, et puis il y a ce que toi-même tu peux obtenir comme information et te faire ta propre opinion pour avoir une culture générale qui est un peu plus élargie. Les médias mainstream ne servent pas que des mensonges, et Internet ne sert pas que des vérités. Donc quelque part, à toi de faire le tri. Et comment est-ce que tu vas faire le tri? Ça c'est la grande question. Souvent tu vas te retrouver avec des faits, mais au milieu de qu'on appelle des fact-checkers, mais qui ne sont pas des fact-checkers, qui sont peut-être des orientateurs, pour te dire que telle vérité, ben, elle n'est pas vraie, alors qu'elle est vraie. Mais comme lui a un label de respectabilité, il devient la voie autorisée. Quels sont les pays qui sont en conflit qui sont acteurs dans le conflit congolais? Le Rwanda. Et Les États-Unis. Et Israël. Et La Belgique. Et Beaucoup. Ah oui, beaucoup. Donc, La Chine. La Chine, quoi. La Chine, peut-être pas directement. Mais dans les pays que Mohamed a cités, il y a des ramifications. On n'a pas de preuves, stricto sensu. Mais on regarde les intérêts, comme on dit toujours, la question qu'il faut se poser face à un crime, c'est souvent à qui profite le crime. Certainement pas aux Congolais. Au Rwanda, c'est évident, parce que celui est minuscule, il est plus petit que la Belgique. Le Congo, c'est quand même 80 fois la Belgique. Donc c'est un semi-continent. Mais le Rwanda est devenu le premier exportateur de coltan. C'est-à-dire que c'est chez lui que les multinationales et les entreprises viennent s'approvisionner pour acheter les matières premières qui vont leur permettre de fabriquer les voitures, la voiture électrique, de fabriquer les smartphones, les télévisions, tout ce que tu as chez toi comme électronique. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est fournisseur, et le Rwanda n'a rien dans son sous-sol. Il a des bananes, il a des gorilles, c'est très bien, il pourrait en faire un tourisme, mais il a goûté aux richesses congolaises. Comment le Rwanda a-t-il goûté aux richesses congolaises? Simplement parce que le Congo, c'est un peuple, on va dire, bantou, et les bantous sont très hospitaliers. Donc dans notre histoire, il y a eu ce malheur. À un moment donné, ce qu'on appelle le peuple Tutsi a dû fuir, avant les indépendances, donc avant les années 60, a dû fuir des exactions, et on les a accueillis. Plus que de les accueillir, on les a éduqués. Plus que de les éduquer, on leur a donné des postes de décision au plus haut niveau dans notre pays. Ben voilà, la moralité, c'est que quelque part, quand tu donnes un peu trop aux gens, quand tu leur donnes de trop, et tu leur dis, bon, ben maintenant ça suffit, ben peut-être qu'ils se disent, non, ça suffit. Ils ont goûté à quelque chose, et ils veulent continuer à goûter à ça. Donc voilà un petit peu la base de ce problème, c'est que, ayant goûté aux richesses congolaises, ils sont plus prêts à les lâcher. Et ceux que nous avions accueillis sont devenus aujourd'hui nos agresseurs. Et comment est-ce qu'ils finissent par nous agresser?
En 94, je pense que quelqu'un a entendu parler de ce qui s'est passé en Afrique. Le génocide du Rwanda. Voilà, génocide du Rwanda. Hutu-Tutsi, je crois, des trucs comme ça. Bon, il y a à boire et à manger derrière cette dénomination, mais la version officielle parle d'un génocide Tutsi. Mais si vous lisez, si vous creusez, vous vous rendez compte que c'est pas aussi simple que ça. Déjà, les chiffres qui sont avancés, on parle de 800 000 à 1 million de morts, quand des chercheurs de l'université américaine, donc des anthropologues, ceux qui ont l'habitude d'étudier les populations humaines, leurs déplacements, leurs disparités et tout ça, se posent des questions pour savoir mais quelle est l'origine de ce chiffre. Parce que vis-à-vis de ça, il faut toujours être très vigilant. On te donne un chiffre, tu ne peux pas la valider ça. Tu ne dois pas l'accepter comme ça parce que bon, tiens, la télévision l'a dit. Je vais quand même creuser, mais ça vient d'où ce chiffre? 800 000 morts, 1 million de morts, ça vient d'où? Eh bien, ces anthropologues de l'université de Michigan, Christian Davenport et Alan Sistan, là, ils ont creusé, ils ont été jusqu'au Rwanda, ils ont demandé à voir les fausses communes et tout ça. On leur a peut-être montré un ou deux, puis on leur a dit l'accepte, parce qu'ils ont commencé à se rendre compte que les chiffres qu'on leur avait annoncés ne correspondent pas à ce qu'eux sont en train de voir. Et que là, ils demandaient à voir des charniers de Tutsi, finalement, quand on déterrait, c'était des charniers de Hutu. C'est pour ça que je dis, à voir et à manger. Après, tu creuses toi-même, moi je suis pas là pour que tu viennes dire que ceci effraie ce qui. Vu que le Rwanda c'est un petit pays par rapport au Congo, pourquoi le Congo ne se défend pas? Il y a une plus grosse population. Ouais, on arrive à cette Ils question. n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Ouais, vas-y. Ils n'ont pas d'armes. Alors que le Rwanda, il y a beaucoup de gens qui leur donnent de l'argent pour acheter des armes. Voilà. Donc il y a tout ce jeu d'intérêt. C'est toujours la seule question que vous devez garder en tête, c'est à qui profite le crime. Je t'ai montré un gâteau. Toi, je vais te le montrer ici, Mohamed. Tu as envie de ce gâteau. Il faut les bêtes. Rappelle-moi ton prénom. Anouar. Anouar. A-N-W-A-R. A-N-W-A-R. Toi, tu es un petit pays ici, qui a aussi envie de ce gâteau, mais qui est encore tranquille. Hamza. Hamza, H. Mouad. Moi, M-O-U-A-D. ouais, mec, toi, t'as envie de ce gâteau. Ce gâteau, il appartient à Hamza. Hamza, il aime son gâteau, mais il est aussi costaud. En revanche, Anouar, Anouar, lui, il est un peu plus faible, mais il a goûté un jour aussi à ce gâteau. Et qu'est-ce que fait Mohamed? Un jour, il lui dit, écoute, moi j'étais déjà là, on m'a foutu dehors. Mais j'ai toujours envie de ce gâteau. Toi aussi, tu as goûté un peu un bout de ce gâteau. Et toi, tu es juste à côté. Moi, je suis en Europe. Écoute, est-ce que tu veux bien? Et je vais te payer. Me prendre aussi un morceau de ce gâteau. Voilà ce qui se passe. Alors, pour ce faire, Mohamed, il n'est pas con. Il se dit, pour qu'il puisse le prendre plus facilement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais distraire Hamza. Et moi, il sert à quoi? Il filme. C'est bien. On a toujours besoin de témoins. Donc tu dois intervenir. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Quand il distrait Hamza, ça veut dire quoi? Ben, il l'affaiblit. Il met des lois, il donne un embargo. C'est quoi un embargo? Ça veut dire que tu ne peux plus acheter d'armes. Voilà ce qui s'est passé au Congo. Pendant 22 ans, on empêchait le Congo d'acheter des armes. Il empêche la Belgique. Non, ce qu'on appelle la communauté internationale. Et pourquoi? Pour garder le pouvoir sur eux. Non, mais Pour pouvoir exploiter leur richesse. Ouais, pour Ouais, les mais ressources. ils ont une excuse pour ça. C'est-à-dire? Ils ne peuvent pas leur dire vous achetez pas d'armes pour qu'on exploite. Ils ont dit quelque chose. Exact. Et c'est la très bonne question. Et c'est là qu'on vient au génocide rwandais. Donc le génocide rwandais a fait en sorte que l'on ouvre les frontières du Congo pour accueillir une population de Hutus. Au Rwanda, il y a des Tutsis et des Hutus. Il y a plus d'1 million, on a absorbé plus d'1 million de réfugiés Hutus.
Et parmi eux, ceux qu'on appelle les FDLR, c'est-à-dire l'armée qui était là avant l'armée actuelle, qu'on appelle l'armée génocidaire, on appelle les FDLR. Suite à cela, ça a déstabilisé également le Congo de Hamza. Ça l'a déstabilisé, il a accueilli ici une population à l'est énorme. Un noir qui vient maintenant de prendre le pouvoir, il se dit, moi je ne peux pas laisser cette population que j'appelle génocidaire à mes frontières. Parce qu'ils vont revenir, ils vont l'attaquer, et ça va repartir. Donc il s'est accordé un droit de poursuite. Mais il les a poursuivis partout. Ce qui fait que le génocide, et celui-là est tue, ce deuxième génocide, qui est complètement, mais que l'Union européenne connaissait, parce qu'il y avait à ce moment-là des acteurs tels Emma Bonino, Carla Del Ponte, qui était procureur au TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda, ils ont suivi tous ces faits. Mais on n'en parle pas non plus. Ça veut dire que l'armée, la nouvelle armée du Rwanda, où se trouve Kagame, a fait le nettoyage. Mais en même temps, il est venu avec des rebelles pour changer le pouvoir qui était en place. Hamza a été écarté et on a mis moi à la place. Et moi, tu interviens. Maintenant, c'est moi qui est au pouvoir. Mais c'est le même schéma qui continue. C'est toujours le même schéma. On va toujours le distraire, on va toujours lui donner un embargo parce que dorénavant, on va dire qu'il y a des groupes rebelles ici. Ouais. Qu'il y a des groupes rebelles ici qui veulent aussi maintenant prendre le pouvoir de Mouad. On parle donc de guerre civile. Quand à l'intérieur d'un pays, les populations de même nationalité entre guillemets se battent, Comme en Syrie. comme en Syrie, comme il y a eu en Syrie, on parle de guerre civile. Alors s'il y a une guerre civile, pour éviter que ça ne s'embrase, on va mettre un embargo sur les armes. On dit, mais si on arrête de leur battre, de leur vendre des armes, ils ne veulent plus se battre, ils ne vont plus se taper dessus. Or, la réalité est la suivante. Donc ici, maintenant, on parle de rebelles qu'on appelle aujourd'hui M23, je crois que vous avez déjà entendu ce nom. Mais la réalité, c'est que ces M23, pour les Congolais, et pour tous les observateurs, ben, ce ne sont pas des Congolais. Et c'est là où c'est très bien. Ce sont en fait des Rwandais. Et je vous ai parlé des Rwandais qu'on avait accueillis jadis. Aujourd'hui, ils se font appeler des bannières de Mulenge. Ça veut dire qu'il y a une porte poreuse par laquelle les Rwandais peuvent passer à tout moment en se disant, ah mais nous on est des bannières Mulenge. Ils tuent, ils violent et ils pillent. Et quand on les arrête et qu'ils se retrouvent à la CPI, c'est à ce moment-là que le pot rose est découvert parce qu'à la CPI, ils disent, ah non, nous on n'est pas congolais, on est rwandais. Donc voilà le schéma, il est un peu compliqué, mais voilà ce qui se passe dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'on manipule l'opinion publique avec des narratifs, on crée des rébellions qui n'en sont pas, pour toujours affaiblir Hamza. Tant qu'il est faible, comme on dit, si tu veux piller ton voisin, ligote. Donc les Congolais sont ligotés. L'embargo s'est terminé qu'en 2023. Mais depuis 1998 qu'il y a la guerre, à aujourd'hui, le Congo a été comme ça. Ça répond à la question, comment se fait-il qu'une armée n'arrive pas à dégager un tout petit pays? Et en attendant, Mohamed, il continue à armer avec des armes très sophistiquées ce pays qui lui fournit les matières premières qu'il ne peut pas trouver, qui viennent du Congo. Donc, je pense que vous avez l'essentiel. Oui. Et si